Allez, bienvenue pour cette séance ensemble. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Eh bien, on va parler de comment vendre sans forcer. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude, vous savez que j'aime bien toujours poser des questions pour savoir qui vous êtes et où vous en êtes surtout. Donc là, j'ai une grande question pour vous, puisque le thème c'est vendre sans forcer. Qu'est-ce que c'est pour vous forcer une vente? Et je voudrais que vous me donniez des exemples et dans ce cas, vous pouvez le faire dans le chat. Le chat est à vous. Je vous laisse répondre. Je n'avance plus. J'ai besoin vraiment de savoir, voilà, ce que vous pensez, si vous avez des petites anecdotes vous-même. Donc la discussion en haut, vous cliquez dessus et ça ouvre Ouais, le il y a Eric qui est en train d'écrire. donc OK, ça y est, il y en a plusieurs qui sont en train d'écrire. On va avoir les réponses, assez rapidement. Donc la question c'est: qu'est-ce que c'est pour vous, forcer une vente, hein, vendre en forçant un petit peu? Essayer de non, Eric, quand même, on va être, sympa avec les clients. On va pas aller jusqu'à les étrangler, mais ça peut se produire en mandat. Effectivement, on peut forcer, pendant, le mandat, mais il y a plein de situations où on peut forcer une vente. Allez, allez-y. Alors ça y est, ça arrive. Influencer, qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, ça défile, ça y est. Influencer avec des arguments pas forcément correspondant aux souhaits de l'acheteur. J'aime bien ça, Dominique. C'est une expression dans le hard selling. Ah OK, j'avais pas capté Eric. Ben, merci pour cette info, je ne savais pas, tu vois? Sandrine: «Malgré des problèmes reconnus, on continue à vouloir aller à la signature». OK, donc c'est, par exemple, tu sens que c'est pas bon pour le client, c'est pas dans son intérêt, par exemple. Nous forcer ou forcer la vente, bah, c'est un petit peu ça, hein. C'est en gros, c'est un peu pousser de façon un peu excessive le client à signer, donc soit vers la signature du mandat, soit, vers, l'offre, la vente, d'accord? Inciter, en faire trop sur, les points positifs, OK. Dire qu'on a des acquéreurs, Sylviane. Coucou Sylviane. D'accord, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? OK, bon, en tout cas, vous êtes dans vous êtes à peu près, dans, ce que c'est forcer, effectivement. En réalité, il y a à peu près 4 façons, non, en vérité, j'en ai mis plus que 3. J'en avais mis 4 au début, mais en vrai, c'est 3 façons de forcer la vente. Et souvent, vous allez le voir que, des fois, on s'en rend même pas compte tellement on pense que c'est, logique. Alors, il y a des degrés évidemment, hein, il y a des degrés où ça se voit vraiment et d'autres, ça se voit pas tant que ça. Il y a la première qui est la vente un petit peu croyance, Mince. et là, on pense sincèrement que c'est comme ça qu'on vend. Il y en a beaucoup, surtout quand on débute, ou même pas forcément que les débutants, qui pensent, par exemple, dans les visites acquéreurs, qu'il faut, combler le silence, hein. Donc on parle, on parle, on parle, on parle, et on a l'impression de faire le job, voilà, pour nous, c'est pas cohérent de se dire: «Je présente un bien et je parle pas». Alors ça veut pas dire qu'il faut être complètement silencieux, bien sûr, mais ce sont des moments importants, la visite, pour que l'acquéreur puisse vraiment voir ce qu'il a besoin de voir, puisse ressentir et nous, si pendant ce temps-là, on fait que parler, parler, on regarde pas, nous, déjà les signaux, d'achat ou pas et en fait, on l'empêche de voir ce qu'il a vraiment besoin de voir. Il y a une autre façon de vendre et là où c'est pareil, hein, on pense qu'on fait bien, c'est ce que j'appelle moi vendre le potentiel. Ça, c'est pareil, ça vous arrive très souvent quand vous êtes en visite et vous avez des biens qui ont du potentiel. Vous savez, ces fameux combles aménageables ou cette dépendance aménageable. Alors, c'est bien et pas bien, ça va dépendre des cas. Ça va pas être bien quand le bien tel qu'il est correspond à l'acquéreur que vous êtes en train de faire visiter. Et vous, pensant que c'est un gros atout, la dépendance ou ces combles aménageables, vous allez appuyer dessus de façon un petit peu excessive. Mais le problème, c'est que vous risquez de passer à côté justement de votre vente parce que vous passez d'un bien qui correspond à l'acheteur à un bien qui va être, j'ai envie de dire, presque surdimensionné par rapport à son besoin. Vous allez le projeter dans un potentiel et du coup sur des travaux. Ça va augmenter mécaniquement le budget
Et là, bah, soit l'acheteur va pouvoir, commencer à prendre peur, à se dire: «Ah non, non, mais moi des travaux, j'en veux pas», alors qu'à la base, le bien correspond parfaitement à ce dont il avait besoin. Ou alors il va être séduit par votre proposition, par votre projet, il va vouloir le faire, mais là, c'est au niveau du financement où ça va commencer à bloquer. Donc parfois, on pense vraiment bien faire et n'hésitez pas, hein, à me dire dans le chat si vous-même, à vos débuts ou encore maintenant, vous avez un petit peu ces travers. On l'a tous fait, il n'y a pas de honte à le dire, hein. Au contraire, l'idée, c'est ensemble avancer, voir ce qui est OK vraiment pour amener à la vente et ce qui est un petit peu moins bien, on va dire, justement pour trouver des solutions et aller à la vente de façon beaucoup plus agile. Il y a aussi appuyer sur des éléments rédhibitoires, puisque vous savez, quand vous faites visiter des biens, alors il y a des biens qui ont réellement des vrais défauts. Par exemple, je sais pas, une autoroute qui passe, un poteau, vous savez, avec tous les antennes mobiles. Là, bon, ça, effectivement, ça va être des gros défauts pour tout le monde. Mais parfois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il peut y avoir dans un bien un défaut mais qui va être un défaut que pour l'acheteur qui est en train de visiter. Moi, ça m'est arrivé quand je suis arrivée ici à Carcassonne et que j'ai commencé à visiter des biens. Les professionnels de l'immobilier ne s'étaient pas donné la peine de me faire une découverte. Du coup, ils ne savaient pas du tout ce qui m'intéressait et ce qui ne m'intéressait pas. Et je suis tombée sur une professionnelle qui était vraiment en plus, à la base, elle était plutôt bonne, mais comme elle n'avait pas fait ou mal fait sa découverte, elle a fait des erreurs, mais des erreurs qui pour moi, en fait, elle a attiré mon attention sur des points complètement rédhibitoires pour moi. Et au lieu d'essayer de me vendre correctement le bien, d'une façon qui aurait été adaptée à moi, ben, moi, elle appuyait sur les défauts. Notamment, il y avait une cuisine qui était certes une cuisine haut de gamme, mais l'agencement de la cuisine et la couleur de la cuisine, pour moi, c'était totalement hideux. Et en fait, cette personne, elle n'arrêtait pas de me dire: «Oui, c'est une cuisine haut de gamme et machin et tout». Et le problème, c'est qu'il y avait le fils des propriétaires qui était là. Moi, j'essayais de la regarder en lui disant: «Mais votre cuisine, moi non, je j'en veux pas en fait, elle me plaît pas. De toute façon, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais la dégommer». Et elle ne le voyait pas, puisqu'elle, elle était dans je vends les mérites de cette cuisine. Elle ne regardait pas mon attitude et elle ne s'est pas arrêtée. On passe à la chambre, qui était une chambre, une suite parentale vraiment chouette, avec une vue incroyable sur l'Aude et sur les Pyrénées. Le rêve à Carcassonne. Sauf que on est dans le sud et dans le sud, a priori, les acheteurs aiment la climatisation. Enfin, c'est bien d'avoir la climatisation dans le sud. Sauf que elle est tombée sur peut-être la seule acheteuse pour qui la clim, surtout les gros blocs bien moches là, parce que maintenant apparemment il y a des clims intégrées dans les plafonds, c'est vraiment chouette. Mais là, on était vraiment sur les clims à l'ancienne, les gros blocs fixés au-dessus de la tête du lit. Et au lieu de me montrer la superbe vue incroyable, de me dire voilà, bah, le matin vous vous levez, regardez la vue que vous avez, elle arrêtait pas d'en faire des tonnes et des tonnes sur la climatisation. Et moi, le seul truc que je faisais, je bloquais sur cette clim en me disant mais moi c'est pas possible, je peux pas dormir avec ce truc-là, d'accord. Donc vous voyez que des fois, on pense bien faire et on se met complètement dedans. Et là, c'est surtout parce qu'on n'est pas, on prête pas attention, on ne connaît pas suffisamment son prospect. Et au lieu d'attirer le client à soi, eh bien, on va créer l'inverse, on va le faire fuir parce que là, clairement, moi, je regardais que les points négatifs et je ne regardais plus ce qui était positif dans le logement. Et c'est bien dommage parce que au final, je ne l'ai pas acheté. Et voilà. Ensuite, il y a ce que je mettrais, moi, dans la catégorie vente séduction. C'est-à-dire qu'on fait des choses pour se rendre désirable auprès du vendeur ou de l'acheteur. On a ce que je mets dans la case moi-je. Et là, ça va être quand on dit bah, je suis le numéro un de la zone, je suis dans le plus beau gros réseau, je suis. Voilà, quand on est en mode moi-je, on essaye d'en mettre plein la vue. Alors, c'est pas un mal en soi, ça dépend de comment c'est fait, mais on va dire que la plupart du temps, c'est pas très bien fait et c'est pas la première chose qu'il faut mettre en avant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le côté on essaye d'aller séduire. On essaye de séduire aussi quand on a une liste absolument impressionnante de services.
Et moi, une fois, j'avais une personne qui m'avait appelé, qui m'avait dit: «Ouais, Steph, écoute, toi, tu es au courant de tout. Quel est le dernier service là qui est pas encore sorti, que moi je vais pouvoir mettre, dans ma liste pour faire la différence, le truc que les concurrents n'ont pas?» Bon, ça, c'est problématique parce que, on devient comparable et en fait, c'est la course à toujours plus. Dans la même idée, les honoraires. Croire que, on va arriver à séduire des clients parce qu'on a les honoraires les plus bas du marché ou les plus bas, par rapport, à son secteur. Ça, c'est pareil, pour moi, c'est ce que j'appelle un tout droit dans le métier. Là-dedans, en mode vente séduction, je vais mettre tout ce qui touche à la surestimation, c'est-à-dire que faire des estimations, un petit peu arrondies, arrangées, pour pas perdre le client, pour pas le froisser, pour pas qu'il aille, chez les concurrents. Il y a aussi dans cette catégorie-là, ce que je vais mettre, c'est, vous savez, tous les parrainages en disant: «Voilà, si vous me recommandez, vous avez 250 €». Le problème de toutes ces techniques, c'est que c'est pas qu'elles sont mauvaises en soi, enfin, négocier ses honos, si, ça c'est vraiment mauvais. Mais après le reste, c'est pas mauvais en soi, c'est juste que on veut se différencier et en réalité, on se rend comparable parce qu'on devient une simple caractéristique et on va attirer des mauvais clients, des gens qui en veulent toujours plus, qui sont pas forcément fidèles, qui viennent pas pour ce qu'on est capable de faire, mais qui viennent là pour les coûts pas chers ou pour la quantité de services astronomiques ou pour le prix qui est complètement invendable. Du coup, derrière, ça fait pas quelque chose de solide et ils auront tendance à aller au plus offrant. Donc, peut-être que oui, aujourd'hui, vous êtes celui qui pratiquait les honoraires le plus bas du marché, mais il n'y a rien qui va empêcher un confrère d'être encore plus bas que vous. Idem pour le parrainage, au lieu d'offrir 250 €, lui, il va offrir 500 € et dans ce cas-là, vu que vous attirez une mauvaise qualité de client, eh bien, ils vont aller, tout simplement à celui qui offre, 500 €. Ensuite, il y a la catégorie un petit peu overselling. En mode, il faut convaincre. Alors ça, c'est, celle où on peut voir absolument tous les clichés de la vente que tout le monde connaît. C'est ce pro immobilier qui va aller taper sur la cloison, pour voir si le mur est porteur, sans avoir réellement vérifié s'il était porteur ou pas et rassurer, l'acheteur pendant la visite en disant, «Oui, oui, c'est bon, c'est bon, vous pouvez la battre». Ou alors, tout ce qui est dans la série, on minimise. On minimise les défauts, le bruit par exemple, les défauts l'humidité, oui, bon, c'est pas si grave, ça se règle facilement, les mauvais DPE, les sinistres qu'il pourrait y avoir, les procédures sur les copros, minimiser les travaux en disant, «Oui, bon, bah, là, c'est habitable en l'état». Oui, c'est habitable en l'état, c'est vrai, c'est propre, c'est nickel, il n'y a pas, une trace sur les tapisseries, sur les peintures, mais c'est de la déco des années 80. Donc, qui a envie de vivre dans les années 80? Et le problème, par exemple, s'il y a une tapisserie qui a été posée sur un placo et que la personne, elle veut mettre de la peinture, c'est plus juste de la décoration, en fait. Là, ça commence à devenir des vrais travaux. Donc minimiser pour dire: «Allez, non, non, mais c'est bon, tu peux acheter sans souci». Enjoliver, ça c'est pareil, hein, on l'a tous vécu, et je pense que certains vous reconnaissez soit parce que peut-être vous l'avez fait, peut-être vous avez vu des confrères le faire ou peut-être que vous, en tant qu'acheteur, vous l'avez vécu. Mais moi je sais que, à Mandelieu, j'ai vécu, alors c'était pour une location, c'était pas pour une vente, mais le le vieil agent immobilier, qui nous disait, «Oui, vous avez la vue mer?» «Oui, j'ai la vue mer si je me mets sur la pointe des pieds en me penchant sur le balcon. Là, oui, effectivement, je vois la mer». D'accord? Donc ça, c'est vraiment toute la partie un peu, des clichés qu'on peut voir dans l'immobilier, mais qui existent. Et à la base, je voulais vous montrer une vidéo, mais que je n'ai pas réussi à intégrer, et c'était une personne, sur Instagram qui, débriefait des visites qu'elle avait fait avec les professionnels de l'immobilier en disant: «Bon, les pros de l'IMO là, ça va, on vous ennuie pas trop». Où elle avait fait plusieurs visites et justement, elle avait eu ça, le monsieur qui tapait sur la cloison,
le monsieur qui lui disait, «Bon, dépêchez-vous de faire une offre, parce que là, j'ai 4 visites derrière». Il y en a un qui lui a dit, «C'est du off market», sauf qu'elle, ça faisait 6 mois qu'elle le voyait sur Le Bon Coin. Voilà, et là, elle a dit, «Bon, ça va 5 minutes, mais arrêtez». Et le problème, c'est que les gens maintenant, en plus avec les réseaux sociaux, c'est pas génial parce qu'on a vite fait d'être assez affiché. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'être sur ce type de overselling, on va dire, déjà, on tombe vraiment dans les clichés du pro de l'immobilier et personne n'a envie de tomber dans les clichés. Notre profession, elle est déjà largement, suffisamment pointée du doigt pour, pas aller en rajouter. Mais la vraie conséquence à ça, c'est que ça va créer de la défiance. En fait, vous essayez de convaincre la personne en pensant faire, alors là, quand on est, sur des choses comme ça, on va dire que c'est un petit peu léger, mais en fait, sur les autres, quand on est, par exemple, sur les précédents, là, sur la vente un peu séduction, sur la vente croyance, on pense sincèrement que c'est comme ça qu'on va arriver à vendre. Sauf que on crée la défiance et au lieu que le prospect regarde ce qui est bon pour lui, et si vraiment il a envie d'acheter, comme il va voir que vous êtes en train d'essayer de lui vendre un truc parce que, bon, ils sont plus naïfs les gens maintenant, ils le sentent complètement. Ce qu'il va faire, ça va créer de la défiance envers vous et au lieu de regarder si le bien est pour lui, si la décision de signer un mandat avec vous, elle est bonne, il va tout faire pour vous rejeter. C'est-à-dire qu'il va oublier son problème, la raison pour laquelle il est là avec vous aujourd'hui, et tout ce qu'il va faire, il va essayer de vous contrer. C'est comme ça que des fois, vous avez des réactions de vendeurs ou d'acquéreurs qui sont un peu, enfin, pas, pas surprenantes, mais où vous sentez que voilà, ce qu'il vous raconte, c'est du pipeau. Bah oui, c'est parce que là, en fait, il n'avait pas besoin de ça, et il est juste en train d'essayer de se débarrasser de vous. Alors que nous, au contraire, c'est pas ça qu'on veut, c'est on veut les attirer à nous. Ensuite, il y a, toute la partie que je vais mettre dans la vente urgence puisque, penser que, la pression ou l'urgence, ça va faire, décider les gens. Donc là-dedans, moi j'y mets, j'ai un acheteur qui recherche vraiment ça, faites une offre, j'ai 4 visites derrière, c'est du off market. Alors c'est pas le problème du off market en soi, c'est quand c'est pas vrai en fait, et c'est bien ça le problème, c'est que au bout d'un moment, les gens, ils entendent tellement ça que même si c'est vrai, ben, ils commencent à vous mettre en doute et à plus le croire. Donc là-dedans, je mets la fausse, vente, off market, et je mets aussi, j'avoue que celle-ci, je savais pas trop où la mettre, mais je me suis dit: «Ça pour moi, c'est une vraie vente, en mode urgence». C'est les fameuses ventes en cascade qu'on voit beaucoup trop. Et notamment avec, ce fameux acquéreur, qui est censé payer comptant, mais oui, qui en réalité paiera comptant, quand il aura vendu son bien, alors que parfois il est même pas encore mis en vente, qui veut pas faire de prêt relais et que nous, professionnels de l'immobilier, on cautionne et on embarque nos vendeurs là-dedans. Pourquoi? Bah, alors c'est pas de l'urgence vers le prospect, mais quelque part, c'est une sorte d'urgence d'aller vers la vente, de vouloir signer à tout prix, alors que les conditions pour sécuriser, bah, pour vous déjà votre chiffre d'affaires ou sécuriser la vente tout court, ne sont pas réunies. Et ça, c'est vraiment ennuyeux parce que à la fin, personne ne gagne. Les ventes en cascade, ça peut bien se passer, ça dépend du nombre de niveaux qu'il y a, ça dépend de la cascade. Est-ce que le bien a été vendu? Est-ce que, par exemple, s'il y avait une condition de prêt dessus, est-ce que c'est passé? Mais on voit tellement de choses que, il peut y avoir des décès entre-temps, il peut y avoir un refus de crédit, il peut y avoir plein de choses, et plus la cascade est longue, bah, plus c'est un problème parce qu'en réalité, c'est la dernière personne, donc le dernier vendeur qui supporte toute la cascade. Des fois, il y a 3, 4 ventes comme ça successives qui se font, et si le dernier acheteur a une défaillance, c'est toute la cascade qui s'écroule. Et qui est-ce qui supporte, bah, tout cet enchaînement? C'est le dernier vendeur. Et donc, nous, on ne peut pas s'engager là-dedans sans un minimum de sécurité. Alors, pourquoi on fait ça? Bah,
C'est assez humain, déjà, c'est parce que, parfois on sait pas qu'il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres façons de faire et surtout, ben, on a notre propre pression. On peut avoir la pression de notre direction, on peut avoir la pression de notre réalité et il faut là, on est obligé de faire du CA, on en a vraiment besoin et ça vous conduit à avoir une posture de vouloir vendre. Sauf que, pour vraiment vendre, il ne faut pas vendre. Les conséquences derrière, est-ce que ça vous coûte vraiment? Ben, il y en a puisque ça va fragiliser vos ventes. Si vous faites une vente un petit peu trop forcée, derrière, vous avez un énorme risque de rétractation. Vous pouvez perdre le mandat, vous pouvez perdre, l'offre ou le compromis qui a été signé. Votre réputation, on va dire qu'on ne part pas, vers le vertueux là, hein, vous pouvez avoir, des clients du coup qui sont déçus, qui sont pas contents et votre réputation, elle va s'abîmer. Je dis pas que tout ça, ça fonctionne pas. Ça fonctionne, mais ça fonctionne, malheureusement avec des conséquences derrière. Là, alors que nous, tout ce qu'on cherche, c'est être recommandé, être le professionnel reconnu, où tout le monde a envie de travailler avec lui. Là, quand on a notre réputation qui s'abîme, c'est un problème parce qu'on bénéficie de moins de recommandations et on est tout le temps obligé d'être dans le dur, on est tout le temps en train de repartir à zéro à chaque fois. Alors que quand on est dans la vente un petit peu avec des méthodes, ce que j'appelle un peu «nobles» entre guillemets, on va plutôt vers un cercle vertueux où on est recommandé, les gens nous apprécient, ils parlent de nous en bien et les gens viennent à nous naturellement et au bout d'un moment, on n'a même plus besoin de nous aller vers les gens, ils viennent naturellement, vers nous. Et le problème principal, alors que nous, ce qu'on veut, c'est les attirer et leur faire prendre une décision, beh, au contraire, eux, ils voient un petit peu, on va dire, le stratagème, si on peut dire ça comme ça, et ça va opérer la fuite tout simplement, bah, sur leurs décisions. Vous derrière, bah, vu que vous faites, du CA ou moins de CA, mais vous le faites dans des conditions un petit peu difficiles, soit parce que vous n'êtes pas aligné avec les méthodes que vous utilisez. Moi, je rencontre plein de professionnels qui me disent: «Bah, oui, je fais ça, mais par contre pour moi, voilà, ça a pas de sens, je me sens pas hyper à l'aise avec ça». Ça provoque de la frustration. Derrière, si en plus vous n'êtes pas aligné avec, ben, potentiellement vous procrastinez parce que vous dites: «Ben, non, moi dire à un client que j'ai un acheteur, non, je j'ai pas envie, je sais pas le faire», surtout en plus si le bien, est rentré à un prix trop élevé. Parce que après tout, est-ce que c'est grave ou pas de dire qu'on a un acheteur? Moi personnellement, j'en sais rien. L'enjeu, c'est juste que oui, nous sommes des professionnels de l'immobilier, oui, nous sommes censés avoir un fichier d'acheteurs et oui, si on passe une annonce, on va faire venir des acheteurs. Maintenant, dire qu'on en a précisément un quand on n'en a pas, c'est un jeu dangereux parce que si on n'a pas un vrai acquéreur et si le bien est trop cher, on n'aura pas d'appel et du coup, bah, le fameux acquéreur qui est censé venir, il ne viendra pas. Donc comment on retombe sur, ses pattes, comme Eric, tu penses l'avoir fait, OK, OK, OK. Il y en a d'autres qui sont en train d'écrire.
Allez, je vous laisse, encore, je regarderai le chat, j'avance un petit peu, mais continuez à mettre vos réponses. OK, Sylviane, toi tu le fais pas, mais les confrères le font. OK. Alors, souvent, quand on se retrouve confronté à ça, alors vous avez vu, il y a des différents degrés, hein. Il y a des choses qu'effectivement, vous n'avez très certainement jamais fait ou vous ferez jamais parce que c'est pas du tout aligné. Mais par exemple, trop parler pendant une visite, c'est des choses que, beaucoup de monde, peuvent faire. Mais si vous, vous sentez que vous devez forcer ou que vous êtes dans cette posture de forcer ou que vous vous êtes reconnu, c'est tout simplement que vous n'êtes pas suffisamment connecté à votre prospect ou que lui ne perçoit pas votre valeur. Mais s'il ne perçoit pas votre valeur, c'est parce que vous-même, vous n'avez pas fait ce qui va lui permettre de percevoir votre valeur. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes coincé là-dedans et vous ne voyez pas forcément d'alternative pour pouvoir changer cette posture, même si vous la trouvez assez désagréable. Alors, je regarde le chat. Bon, je vois des gens qui écrivent, mais bon, il y a rien qui apparaît dans le chat, du coup, je continue. Alors, j'ai quand même quelques solutions pour vous, hein. Je suis pas venue vous dire, «Bon, ben ça, faut le faire, faut pas le faire, ça va pas». Ce qui est important, c'est d'abord la posture, se connecter ensuite avec vos prospects et l'aider à prendre une décision. La vente, c'est vraiment ça, c'est on a une posture, on incarne d'abord une posture de, bah, on est, la personne qui est capable de montrer le bon chemin pour faire aboutir le projet de vos vendeurs ou de vos acheteurs. Donc ça, c'est avant tout la posture que vous décidez d'incarner. Ensuite, il faut réellement, bah, se connecter à vos prospects. Bah, ça veut dire quoi? Être curieux, essayer de les connaître, questionner et comprendre vraiment pourquoi il a dit ça. Ça, c'est très important de le faire. Observer les signaux d'achat, observer l'attitude. Quand on dit quelque chose à quelqu'un, bah, c'est un petit peu moi, là, quand j'étais en visite, si la dame, elle avait seulement pris le temps 3 secondes de me regarder, elle aurait vu que tous les signaux dans ma posture, ils étaient pas OK du tout. J'étais pas du tout détendue, j'en pouvais plus. Elle me mettait une tête comme ça, du coup, je devais avoir les bras croisés. Je suis hyper émotive, donc je devais être rouge comme, comme une cocotte minute. Je devais être assez fermée dans mon visage, puisque en plus de ça, je suis un peu expressive. Donc, moi, quand ça va pas, ça se voit. Et si elle avait juste pris le temps de regarder, elle aurait vu que bah, là, il fallait arrêter, en fait. Sauf qu'elle était dans son truc, elle parlait. Elle essayait de, voilà, de vendre sa superbe cuisine qui était en plein milieu de l'entrée en plus. Donc, non, ça allait pas du tout. Ensuite, ce qui est important aussi, et ça, je crois que vous avez, parfois un peu du mal à l'intégrer, c'est que si vous voulez qu'un prospect, qu'il soit acquéreur ou qu'il soit vendeur, fasse quelque chose qui va un petit peu dans votre sens, il faut qu'il comprenne quel est l'intérêt pour lui de faire ce que vous voulez qu'il fasse. Ça s'appelle, vous l'avez peut-être entendu, c'est parler en bénéfice client. C'est-à-dire, ça suffit pas de dire qu'on a une liste interminable de services. Il faut que votre prospect comprenne à travers ces services avec vous, qu'est-ce qu'il va gagner, à côté de quoi il va pas, enfin, qu'est-ce qu'il ne va pas rater. Voilà, il faut qu'il comprenne quel est l'intérêt réel et pas juste, OK, je fais des photos, HD. OK, super, mais c'est quoi l'intérêt de faire des photos HD pour ce client-là? D'accord? Qu'est-ce que ça va provoquer au niveau des acheteurs, au niveau de son annonce? Et souvent, vous arrêtez bah, juste au moment de dire quel est l'intérêt pour lui des choses. Ensuite, travailler en douleur. Aujourd'hui, rares sont les gens qui ont envie que vous parliez de vous, que vous disiez je suis dans le plus gros réseau. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le dire, c'est important de le dire, mais il y a des moments pour dire ce genre de choses
Mais si vous allez vers, des prospects en disant, «Viens avec moi, je suis le meilleur», il y a de fortes chances qu'ils vous disent, «Bah, non, en fait». La meilleure façon de susciter l'intérêt des personnes, c'est de parler de ce qu'ils vivent, de leurs douleurs, de leurs problèmes. Ça, ce sont des concepts qu'on apprend en marketing. Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il a mis son bien à la vente? Pourquoi, et ça, des fois, c'est des questions que vous aimez pas trop. Pourquoi il a choisi, par exemple, de le faire, de PAP? D'accord? Qu'est-ce qui fuit? Quelle est sa croyance? Pourquoi il pense comme ça? Qu'est-ce qu'il a vécu? Tout ça, ça va vous permettre de savoir après derrière, bah, de lui dire, oui, bah, alors bien sûr, vous allez pas lui dire: «Monsieur, tu as une croyance, c'est pas comme ça que ça se passe», mais vous, c'est en comprenant comment il fonctionne et qu'est-ce qu'il pense, que vous allez pouvoir après il y a ce qu'on appelle, je ne l'ai pas noté après, mais il y a une technique que j'adore vraiment qui s'appelle la technique du pivot. C'est-à-dire que on reçoit l'objection d'un prospect qui dit, beh, par exemple: «Je veux pas d'agence», et souvent vous vous sentez un peu, agressé, vous vous sentez rejeté et du coup, vous pouvez avoir une réaction un petit peu, de défense et ça, c'est pas OK. Donc, ce qui est important de faire, c'est de valider presque, de dire: «Ah, ben écoutez, je comprends, il y a beaucoup, de vendeurs, qui, ne veulent pas, passer par un professionnel de l'immobilier». Vous validez sa croyance, sa pensée, parce que comme ça, au moins, il va se dire: «Ah, bah, c'est bon, il me comprend». Il va pas vouloir aller en opposition avec vous. Parce que si vous-même, vous vous mettez en opposition avec lui, bah, lui, il va continuer, d'accord? Donc c'est à vous, par votre posture et en prenant du recul, en disant: «OK, moi je suis OK. Tous les vendeurs, la majorité des vendeurs pensent ça. Je suis OK avec ça, je suis aligné avec ça, il y a pas de problème». Par contre, technique du pivot, vous allez à force de discuter avec lui, mais ça il y a une méthodo à suivre bien sûr, vous allez le faire pivoter et lui montrer que le point de départ qu'il avait, ben, c'est pas OK au niveau des résultats et vous allez le faire pivoter dans sa croyance et pour obtenir, ben, qu'il travaille au final avec vous, d'accord? Donc ça s'appelle la technique du pivot, c'est une super technique, ça se fait tout en douceur déjà parce qu'on va en premier dans le sens du client, on ne s'oppose pas à lui, c'est OK pour nous, on montre qu'il y a aucun enjeu pour nous. Parce que plus vous montrez qu'il y a de l'enjeu pour vous, plus le client, en fait, il va avoir envie de se débarrasser de vous et de fuir. C'est très souvent, ça qui se passe et ça, c'est évidemment pas ce que vous voulez. Ensuite, c'est vraiment important d'avoir des dossiers solides et ça, pour moi, c'est un petit peu pareil quand vous êtes en mode, «Là, il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche de mettre cette annonce en ligne. Il faut que je me dépêche de rentrer ce mandat. Il faut que je me dépêche de», parce que vous êtes pressé, bah, par vos propres, échéances, hein. Mais derrière, vous brûlez des étapes, vous faites des dossiers qui sont pas solides, vous pouvez passer à côté, par exemple, d'une servitude qu'il y a eu et si le problème, c'est que ce genre de choses, ça se découvre au moment du compromis. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Soit derrière votre vente est pète, soit il y a renégociation et quand il y a renégociation, il y a toujours au milieu, bah, comment dire? Une belle coupe dans vos honoraires et c'est évidemment pas ce que vous voulez. Donc c'est il faut pas confondre la précipitation avec l'anticipation. Les meilleurs vendeurs, ceux qui arrivent à vraiment vendre, ils sont à fond dans l'anticipation. Ce métier, c'est un métier d'anticipation. Après, il y a des moments où oui, il faut être agile, il faut être rapide, il faut être précis, il faut être intense, mais il y a des moments vraiment, spécifiques pour le faire parce que sinon vous passez à côté des choses et avoir des méthodes qui fonctionnent et on n'a pas besoin qu'elles soient agressives pour qu'elles fonctionnent. Ça, c'est pareil, avoir, la compétence de savoir qualifier, mais savoir réellement qualifier un prospect, savoir si ce vendeur est vraiment vendeur, savoir s'il n'est pas vendeur, savoir qu'il est vendeur, mais qu'il est encore dans le déni et dans ce cas-là, il y a des choses à faire. C'est hyper important parce que ça va vous permettre d'adapter derrière, bah, les choses à mettre en place, et vous savoir si vous devez, ben, vous mettre à toute puissance ou pas sur ce prospect-là. Savoir traiter les objections.
Parce que souvent, on me dit: «Steph, est-ce que tu as pas, une phrase, genre, la petite phrase un peu magique, qu'on peut sortir à peu près n'importe qui?» Bah, non, justement, si vous voulez pouvoir vendre, il faut, que vos réponses et tout ce que vous donnez, ça soit spécifique à ce client-là. C'est pour ça que la phrase magique, notamment, on pourrait mettre: «J'ai un client», c'est vrai qu'elle est séduisante, c'est vrai que parfois elle fonctionne, mais c'est, pas suffisamment, pointu, c'est pas suffisamment, précis pour ce client-là pour être efficace derrière. Le traitement d'objection, il est spécifique à la personne et on peut le faire quand on a fait avant une excellente découverte. Je vous ai parlé du prospect vendeur, enfin qui est pas vendeur justement, qui est vendeur et je vous ai dit qu'il y en a un autre qui est dans le déni. Ce vendeur-là, il a effectivement une échéance pour vendre. À telle date, il faut qu'il ait vendu parce que sinon, bah, la situation pour lui, elle va être très compliquée. Mais il n'est pas encore prêt mentalement. Il y a une technique vraiment chouette à utiliser pour sortir les vendeurs du déni. C'est la technique de la balance. Vous allez avoir, bah, la balance, hein, c'est des plateaux, un équilibre et en fait, la décision va pencher vers, «OK, je vous écoute et je me mets, par exemple, à votre prix en exclusivité». S'il perçoit que de ne pas le faire, ça va peser plus lourd que l'argent qu'il perd. Par exemple, si vous lui dites: «Voilà, moi, il faut, si on veut sortir ce bien, si on veut vraiment, trouver des acheteurs et qu'il soit vendu, il faut baisser le prix de 30 000 euros. Sauf que pour un vendeur, 30 000 euros, bah, oui, évidemment, on parle d'argent, c'est beaucoup. Un euro, c'est un euro. En face, il va falloir que vous remplissiez la balance pour que tout ce qu'on y met dedans, ça pèse plus lourd que ces fameux 30 000 euros. Je vous donne un exemple. Très souvent, et dites-moi pareil dans le chat si vous rencontrez cette situation, et c'est sûr que vous la rencontrez, vous avez souvent des vendeurs qui vous disent: «Oui, bon, bah, c'est pas grave, si je vends pas, je mettrai en location». Est-ce que vous le connaissez celui-là? Normalement, il est très fréquent. Il est un peu, voilà, on en a un peu marre qu'ils nous disent ça. Mais vous, votre rôle à vous, ça va être de savoir, est-ce que là, il essaye juste de se débarrasser de moi? Ou est-ce que oui, pour lui, mettre en location, c'est une vraie voie qui est solide pour qu'il puisse réaliser son projet? Donc vous, votre travail, ça va être ça. Ça va pas être d'écouter ce qu'il vous dit, parce que là, clairement, c'est très souvent ce qu'on appelle une objection fausse barbe, qui est typiquement l'objection de allez, je t'envoie dans tes 40 mètres, laisse-moi tranquille, je veux pas baisser le prix, je veux rien entendre, tout ce que tu me racontes, ça m'intéresse pas. Donc, il va falloir lui dire: «OK, bah, c'est super, mettre en location, pourquoi pas? Ça peut être une bonne option. Est-ce que vous avez déjà mis en location?» Donc là, vous allez poser des questions. Donc toujours pareil, vous êtes en mode traitement de l'objection, méthode tampon, je valide, ce qu'il pense, je dis: «Ah OK, je comprends et tout, c'est très bien». Puisque à cette étape-là, il faut surtout pas vous mettre en opposition avec lui. Il faut calmer le jeu, il faut s'adoucir pour que justement ils viennent vers nous et ils nous écoutent. Et ça, vous pourrez l'obtenir que si, justement, vous êtes en mode: «OK, tu penses ça, c'est pas un problème, allons-y, je t'écoute». Et là, il va vous dire: «Oui, j'ai déjà mis en location. Non, j'ai pas déjà mis en location». S'il a déjà mis en location, il faut lui demander comment ça s'est passé. Peut-être que ça s'est super bien passé, mais peut-être que vous apprendrez que ça s'est très mal passé, que son locataire lui a rendu un appartement dans un état pas possible, qu'il ne payait pas ses loyers et qu'au final, vous allez apprendre que c'est pour ça qu'aujourd'hui il vend. Donc ça commence à peser dans la balance. Peut-être que vous allez apprendre qu'en plus de ça, il n'est plus sur place. Donc comment il va faire pour s'occuper de sa location à plusieurs kilomètres? Est-ce qu'il va se déplacer tout le temps? Est-ce qu'il a des personnes sur place qui peuvent prendre le relais? Ou est-ce qu'il va être obligé de déléguer et de confier ça à un professionnel de l'immobilier? Imaginons le bien a des travaux, puisque pour pouvoir le louer, il faut, bah, voilà, il y a certains travaux qui doivent être faits, enfin qui ne doivent pas exister justement. Donc est-ce que, il a l'argent pour faire ces travaux-là? Est-ce qu'il a le temps de gérer ces travaux-là? Parce que est-ce que, financièrement, il va pouvoir, se passer des loyers qui rentrent pendant le temps des travaux? D'accord? Vous voyez? Donc là, on pose simplement des questions, on s'intéresse, on est juste en mode: «OK, tu veux faire ça, mais pas de problème, mais alors explique-moi comment ça se passe».
Et vous allez voir qu'à force à force, la balance, elle va commencer à pencher et à devenir beaucoup plus lourde que les 30 000 euros. Et c'est ça votre rôle, c'est de faire pencher. Alors des fois, ça ne penchera pas, hein, parce que des fois, sa solution à lui, elle est solide. Bah, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bah, très bien, votre solution, elle est solide. Donc, qu'est-ce que vous faites? Si vous voulez vendre vraiment, vous êtes obligé de vous mettre au prix. Si vous ne voulez pas vendre, effectivement, votre projet de mettre en location, il est OK. Mais dans ce cas-là, retirez le bien de la vente. OK? Est-ce que c'est OK pour vous tous? Dites-moi dans le chat, commencez à poser vos questions, puisqu'on a bientôt terminé. Comme ça, on ne perdra pas de temps avec la saisie des questions dans le chat. Ensuite, vous avez tout bêtement un outil stratégique absolument incroyable qui est l'exclusivité. Puisque aujourd'hui, on est clairement sur un marché d'acheteurs, on a un nombre de biens qui est largement supérieur au nombre de transactions qui se font. Ça veut dire qu'il y a carrément, bah, il y a à peu près 300 000 biens qui ne trouveront pas preneur. D'accord? Ça veut dire qu'on a un surstock. C'est pas on a 10 biens en vente, 10 ventes qui se font. Non, c'est on a, bah, je sais pas, 20 biens qui sont à la vente et on n'en a que 10 qui se vendront. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut avoir un excellent rapport qualité-prix et qu'il faut être séduisant au niveau des acheteurs. Un bien aujourd'hui qui est diffusé chez plein de professionnels, ça n'attire pas l'acheteur et surtout, ça ne crée pas la pression sur les acheteurs. Ça ne met pas les acheteurs en concurrence. Parce que quand on était en 2020, 2021, on était sur un marché qui naturellement mettait la pression sur les acquéreurs. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Les acquéreurs, ils ont du choix, ils ont le temps, ils voient que tous les jours, il y a des nouveaux biens qui arrivent sur le marché, ils sont hyper volages, ils sont dans l'attentisme. Et nous, en plus de ça, on se met en mode mandat simple et à se mettre nous-mêmes en concurrence avec les confrères. C'est pas ça qu'il faut faire. Au contraire, il faut se mettre en exclusivité pour mettre la pression naturellement, créer un levier de pression naturelle qui va se créer entre les acheteurs et non pas entre les professionnels. À ça, si vous travaillez sur votre secteur, vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle les triplettes, c'est-à-dire présenter à cet acheteur-là 3 biens comparables pour lui, pour qu'il ait le choix dans vos mandats à vous et non pas qu'il aille créer ce choix, parce que là aujourd'hui, comme ils l'ont, ils en profitent vraiment et qu'ils aillent visiter d'autres biens ailleurs. D'accord? Donc on ramène entre l'exclusivité et les triplettes, on va ramener l'acheteur à soi. Ensuite, il va falloir que vous alliez démontrer et prouver ce que vous dites. Parce que c'est un métier de relationnel, c'est un métier où on parle beaucoup, sauf que même si vous, vous êtes un bon professionnel, que vous faites ça de façon consciencieuse, en face, votre prospect ne sait pas. Vous parlez tous et c'est très très important que vous appuyiez, que vous démontriez et que vous apportiez des preuves de ce que vous dites pour monter en crédibilité. Ensuite, il y a des outils très importants qu'il faut que vous utilisiez. C'est ce qu'on fait dans toutes les écoles de vente et ce que font les commerciaux en général, c'est utiliser des techniques de vente en mode entonnoir. C'est le principe du book de vente. On peut l'appeler comme on veut. Il y en a qui appellent ça manuel de présentation. Mais en réalité, c'est un processus pas à pas qui conduit le vendeur vers vous, ce que vous voulez, c'est-à-dire travailler en exclusivité avec vous au prix, alors qu'à la base, lui, il est plutôt en mode soit je veux travailler avec plusieurs professionnels, soit je veux me débrouiller tout seul. Et pour ça, il y a des techniques à l'intérieur de cette vente en entonnoir qui sont hyper pertinentes. C'est par exemple la technique du pivot. La technique du pivot consiste à partir du qu'a le vendeur, prenons l'exemple de celui qui veut vendre tout seul, il faut lui montrer que pour vous, c'est OK. C'est normal qu'un vendeur ait cette croyance et cette envie de vouloir démarrer tout seul. Il ne faut pas montrer d'enjeu là-dessus, parce que si là-dessus vous montrez qu'il y a de l'enjeu, que vous n'êtes pas en cohérence avec cette idée-là, vous allez le braquer et vous allez créer un effet d'éloignement, de rejet. Alors que nous, ce n'est pas du tout ce qu'on veut, on veut l'attirer à nous. Et la meilleure façon de l'attirer à nous, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la méthode tampon. Je comprends, monsieur le vendeur, c'est normal, beaucoup de vendeurs pensent comme vous, d'avoir envie de travailler soit tout seul, soit avec de nombreux professionnels.
Donc ça, cette première partie, on acte, on montre que pour nous, il n'y ait pas d'enjeu. Le fait que vous montriez qu'il n'y ait pas d'enjeu pour vous vis-à-vis du vendeur, déjà, ça va le calmer, ça va éviter qu'il crée cette espèce de rejet envers vous, qu'il crée cette distance et qu'il se dise: «Ah OK, il est d'accord avec moi, super, donc il est prêt à vous écouter». Mais arrive justement ce qu'on appelle la technique du pivot. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire pivoter, faire, changer sa façon de penser et de voir les choses, et le book est un outil justement qui va vous aider à transformer, à faire pivoter sa façon de penser les choses pour arriver à l'exclusivité au prix. Ce que je veux que vous sachiez et que vous vous rendiez compte, parce que souvent vous me dites: «Oui, mais Steph, moi je veux pas avoir cette posture de commercial, je déteste ça». Oui, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes sur un marché d'acheteurs et l'enjeu est quand même conséquent. Il faut être très précis et il faut des méthodes pour nous aider. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que la méthode et les techniques, c'est toujours des outils qui sont pour vous, pour que vous sachiez comment faire venir le vendeur à vous, comment l'emmener vers vous, ce qui est bon pour vous, mais du coup, ce qui est surtout bon pour lui, puisqu'en réalité, on est là pour l'aider lui dans un premier temps, mais c'est très bien parce que ce qu'il aide lui, ça vous aide vous aussi. Donc rassurez-vous, les techniques, elles sont là pour vous aider, mais quand vous êtes face au client, ça ressemble à une simple discussion avec lui. Il ne va même pas se rendre compte que vous, vous êtes en train d'utiliser des prothèses, des process, des méthodologies ou des techniques. C'est vraiment tout simple. Autre élément important, et là, il va s'agir de votre posture, de la relation que vous avez avec votre vendeur. Pour que quelqu'un fasse ce que vous avez envie que vous fassiez, il faut toujours qu'il comprenne quel est l'intérêt pour lui de faire les choses. Mais au-delà de ça, je voudrais vous parler de la douleur client. Si vous voulez que vos prospects s'intéressent à vous, il va falloir que vous vous intéressiez à sa problématique, à ses douleurs, aux problèmes qu'il rencontre, à ce qui l'empêche de réaliser son objectif. Et d'ailleurs, je voulais vous alerter là-dessus parce que sur les réseaux sociaux, je vous vois et je vois souvent, vos petites stories, vos réels que vous faites un peu en mode humoristique, un sur les aventures, voilà, vos aventures de l'IMO. C'est un peu vie ma vie de l'immobilier, et vos petits désagréments que vous avez, avec les vendeurs, et j'ai vu une, personne qui avait fait un réel, certes sous le ton de l'humour, mais elle simulait, elle était en voiture et elle simulait le fait d'écraser le vendeur ou la femme du vendeur, je ne sais plus trop, parce que, il avait refusé de travailler avec elle, ou alors, qu'il était parti, je ne sais plus si c'était en PAP ou à la concurrence. Alors certes, oui, pour vous, c'est drôle et c'est normal parce que c'est normal que vous soyez un peu des fois agacé quand un vendeur, bah, vous dit non, que vous essuyez des refus. Mais par contre, faites attention dans vos communications, cette douleur-là du vendeur qui refuse de travailler avec vous, c'est votre douleur à vous. Vous ne pouvez pas, publier sur les réseaux sociaux, même sous le ton de l'humour, ce genre de vidéo où vous séquestrez le vendeur, où vous l'écrasez parce qu'il n'a pas suivi ce que vous, vous vouliez. Non, là, c'est clairement vous tromper de cible. Ce n'est pas sa douleur à lui, c'est la vôtre. Et là, au contraire, à la place d'attirer votre vendeur, vous allez le faire fuir et même, il va peut-être même vous détester et pas du tout avoir envie de travailler avec vous. Donc faites attention, il faut toujours vraiment axer, vous poser la question: quelle est sa croyance? Quelle est son envie? Quel est son besoin? Quel est son doute? Quelle est sa peur? Et c'est ces sujets-là que vous devez travailler pour, bah, en fait, qu'ils aient envie de venir vers vous. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et en tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et je vous souhaite une bonne journée.